Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 7 juin 2024 et il est 1h45. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous aux travailleurs qui vous levez à 7 heures du matin tranquillement pour aller travailler. Vous qui n'aspirez qu'à une vie calme, paisible, à pouvoir élever votre famille, à pouvoir partir en vacances tranquillement, avoir un peu de justice, un minimum, à pouvoir recevoir des amis, être en sécurité quand vous sortez dans la rue. À vous tous, sénateurs et députés, qui êtes censés représenter le peuple qui vous a élu, mais qui n'en faites rien. Il y a parmi vous quand même des gens honnêtes. Vous n'êtes pas tous corrompus. Peut-être avez-vous une idéologie mondialiste, mais vous n'êtes pas coupé du réel, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez bien les mensonges qui nous sont assénés à longueur de journée à la télévision. Vous voyez bien comment on travestit la réalité. La réalité, vous la connaissez, vous êtes bien placé. Vous connaissez des choses que le commun des mortels ne connaît pas. Je m'adresse à vous, du Conseil constitutionnel, qui à longueur d'année prenait des décisions contraires à la Constitution, qui travestissait l'interprétation de la Constitution. Vous savez que vous le faites. Vous savez que vous n'êtes plus dans la fonction pour laquelle vous avez été élu et désigné. Mais peut-être ne pouvez-vous pas faire autrement. Soit vous êtes tenu par un secret inavouable, soit par des intérêts personnels, soit par idéologie simplement. Une idéologie qui vous aveugle également. Je m'adresse à vous tous donc. Nous sommes dans une période charnière où la France et le monde peut basculer dans un conflit meurtrier et destructeur, et même anéantissant peut-être la moitié du globe. Il est à souligner que la, la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire aux États-Unis, qui avait été un peu amendée, vient d'être à nouveau remise en vigueur dans son ancienne formule, à savoir l'emploi de l'arme nucléaire pour pour une destruction mondiale en quelque sorte, prenant en compte le fait qu'il resterait une petite partie du peuple américain sur la Terre et qui serait ainsi à même ensuite de pouvoir dominer le monde dans sa totalité. Je voudrais, à cet égard, vous faire écouter une vidéo de Scott Ritter qui vous parle cette modification de la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire aux États-Unis. Écoutez, elle ne dure pas longtemps. Je vous la joins à ma vidéo. You know, I used to have a friend named William Polk, and I say used to because tragically he passed away a couple of years ago. But William Polk was a man who was in the inner circle for John F. Kennedy during the Cuban Missile Crisis.
And he talks about, and he's talked to me many times about the decision making that was going on and the role that Kennedy played in preventing a nuclear war, the maturity Kennedy had as a leader. Part of that maturity came from when Kennedy was first briefed on what was then called the Single Integrated Operation Plan, the PSYOP, the American War Plan. He went to the Pentagon and they briefed him. They said, this is, if we go to nuclear war, this is what we got. And basically, it was premised on the notion that America will be the largest surviving civilization, but in order to guarantee that, we have to kill everybody in the world. And he came out and said, that's insane. I'm not doing that. And he turned to his advisor, he said, and we call ourselves the human race. And he said, you have to give me options. Every president since then, or up until George W. Bush, reacted the same way. When they first got that briefing on how America plans to go to war, which is to destroy the entire world so that when the 20 to 30% of America that survives will be the largest remaining civilization cluster in the world, guaranteeing American global dominance in a post-nuclear conflict. Insanity. They all said the same thing. Insane. Give me options. I can't go to that. You can't make me do this. You have to give me options. And the Pentagon always gave them options that inevitably led to that. Since the end of the Soviet Union, the collapse of the Soviet Union, the Americans have downplayed their nuclear war plan. We detargeted our missiles. Nothing was on automatic anymore. We were heading in a path of, getting rid of nuclear weapons. And then George W. Bush came in a post 9/11 environment and said, we will use our nuclear weapons to ensure that a 9/11 never happens again. And we reinserted nuclear war planning into our military doctrine. And today we have that same mindset, that same nuclear war strategy without the maturity of John F. Kennedy. We have people who look at the plan and say, well, that's just a plan. We're not really going to do that. And they say the Russians are bluffing. We don't have to worry about this. The problem is the second something happens and that plan is pulled out, the dust is brushed off, and we start pushing buttons, we go to the scenario that John F. Kennedy said was insanity. Judge, we're going to blow up the entire world because we know that in a post-nuclear environment, we can't allow, for instance, India to survive intact because we're going to be reduced to 30% of our capacity. We can't allow India to have a superior civilization in a post-nuclear conflict. We're going to destroy the entire world. That's what the American nuclear war plan is. And the American people need to wake up and understand it's on full automatic. Vous avez bien compris ce qu'a dit le Scott Ritter. Le plan automatisé de riposte nucléaire américain prévoit donc l'anéantissement d'une grande partie du monde, en partant du principe qu'il restera aux États-Unis 20-30% de population qui pourra ensuite dominer le monde qui est détruit. C'est carrément le docteur Folamour, c'est carrément de la folie pure. Et nous avons un responsable, enfin un ancien dirigeant, un ancien général, je crois, qui n'a de cesse de dénoncer tout ça, toute cet état profond américain qui s'est emparé du pouvoir aux États-Unis et qui dirige le monde vers une catastrophe, quoi. Vous en êtes bien conscient. Quoi qu'il en soit, cette fuite en avant, qui est menée, bien entendu, sous les ordres des États-Unis par notre président irresponsable et à se demander s'il a encore toute sa tête, eh bien, cette fuite en avant ne peut que nous conduire à une catastrophe. Et il est à remarquer que personne, en France particulièrement, personne dans les organismes d'État, dans les députés, les sénateurs, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, les militaires, personne ne semble réagir, personne ne semble prendre conscience de la gravité de la situation. Suis-je le seul ou un des seuls, avec certains complotistes bien connus, à m'inquiéter et à sonner l'alarme?
Pourtant, vous voyez bien où nous allons. L'autorisation d'utiliser les armes fournies par la France, par les États-Unis, par l'Angleterre à l'Ukraine et l'autorisation d'attaquer le territoire russe. Pensez-vous qu'ils vont accepter ça sans rien, sans réagir? Poutine est un homme raisonnable, est un homme froid et calculateur et intelligent. Oh, Dieu sait qu'il est intelligent, heureusement. Mais il ne va pas rester sans réagir. Il réagira forcément au début par l'intermédiaire d'un proxy, d'un État proxy, comme les Houthis par exemple, ou un autre État dans le monde, qui balancera quelques missiles sur des cibles bien précises. Mais est-ce que ça suffira à arrêter les cinglés, les fous qui dirigent tout ça et qui sont à la base de tout ce qui nous arrive? J'en doute fort. Ils sont décidés, à mon avis, à détruire la planète. Et je crois qu'ils l'ont pris en compte et c'est une œuvre de fou, une œuvre d'illuminé ou je ne sais pas trop quoi penser là-dessus, mais j'ai de moins en moins d'espoir. Par ailleurs, vous vous rendez bien compte des mensonges qu'on nous assène. Je viens d'assister, enfin, j'ai pas assisté parce que j'étais écœuré complètement, mais à cette espèce d'événement de la honte qui a été le soi-disant débarquement, l'inauguration, la fête de l'anniversaire du débarquement du 6 juin 44, alors qu'il s'agissait en fait, comme disait De Gaulle, d'une deuxième tentative d'occupation de la France par les États-Unis. Je relisais encore, c'était De Gaulle de Perfit cet après-midi et De Gaulle avait une préscience extraordinaire de ce qui allait arriver, une intelligence aiguë et une connaissance profonde de soi-disant alliés comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il savait que Roosevelt ne voulait absolument pas de lui et comptait sur que la France serait dirigée par un Pétain qui comptait garder au pouvoir. Puis, quand il s'est rendu compte que ce n'était pas possible, il a voulu mettre Darlan et Herriot. Il a voulu remplacer De Gaulle par Giraud. Puis, il a fait imprimer des billets qui devaient inonder et avoir cours forcé en France au moment du débarquement. Il avait prévu par l'AMGOT, le fameux projet AMGOT, de mettre la France sous protectorat, c'est-à-dire de considérer la France au même titre qu'un pays ennemi qui avait été vaincu et qui serait donc un territoire occupé sous la domination américaine. Et nous sommes en train de fêter cet anniversaire d'une deuxième occupation de la France par les États-Unis. Si De Gaulle n'avait pas été là, bon, il n'a fait, bien entendu, que retarder les choses pendant une vingtaine d'années. Parce qu'en fait, nous en sommes là maintenant. L'Amérique a réussi, par l'intermédiaire de l'Union européenne et de ses affidés comme Jean Monnet et Schuman, a réussi à son projet. C'est plus la Bogote, mais c'est l'Union européenne. Et nous sommes, comme il l'avait prévu, sous domination américaine. Regardons où ça, vous voyez où ça nous conduit. Alors, de toutes ces réflexions, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans quelques jours, dans 3 jours, c'est les élections européennes. Bon, eh bien, écoutez, votez en masse, votez en masse. Et comme disait une vidéo du gars qui parle avec ses moutons, là, et qui disait, j'ai une bonne blague à vous proposer. Faites une bonne blague au pouvoir et votez tous pour Asselineau.
ou pour les patriotes, mais il faut en choisir un. Donc moi, je choisis Asselineau comme lui. Votez tous pour Asselineau à 100%. Et ça sera une bonne blague au pouvoir. Comme ça, on aura quelqu'un qui saura défendre au Parlement européen, qui saura défendre la sortie de cette Union européenne mortifère, qui détruit la France et qui nous a conduits là où nous en sommes. Mais bon, je sais que personne ne fera ça. Mais enfin, votez et réfléchissez avant de mettre votre bulletin de vote dans l'urne et prenez bien conscience que si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, c'est par la faute de l'Union européenne et de l'OTAN. Et peut-être qu'il y a encore temps d'en sortir avant de tomber dans une guerre atroce qui détruirait encore des millions d'individus pour le plus grand profit de ceux qui tirent les ficelles et qui, eux, ne la feront pas, bien entendu, cette guerre. Je voudrais aussi vous parler de l'entretien qui a eu lieu entre Monsieur Bardella et Monsieur Attal, notre Premier ministre, et où l'un et l'autre ont fait montre soit d'une incompétence crasse, soit d'une manipulation éhontée. En ce qui concerne le Premier ministre, je pencherais pour une manipulation éhontée lorsque il se permet de dire à Monsieur Bardella que l'Union européenne a permis, par l'extension du marché européen et de la libre circulation des services et des biens, a permis une sorte d'épanouissement des entreprises à l'exportation. En citant deux ou trois entreprises, c'est une véritable manipulation à laquelle, malheureusement, Monsieur Bardella a été incapable, par son incompétence, de répondre. Il était facile d'y répondre lorsqu'on a en tête quelques chiffres de la balance de notre commerce extérieur, qui n'a cessé de se dégrader depuis l'avènement de l'euro. Nous en sommes, je crois, maintenant à plus de 90 milliards de déficit de la balance du commerce extérieur, alors qu'avant l'Union européenne, avant l'euro, nous étions en excédent. C'est absolument catastrophique. Et Monsieur le Premier ministre se permet de dire que l'Union européenne a favorisé l'exportation de nos entreprises. Mais c'est un scandale. C'est se foutre de la gueule du monde, vraiment. Or, nous voyons bien ici, d'un côté, une manipulation extraordinaire, un mépris de son interlocuteur, un mépris de ceux qui l'écoutent, en énonçant des chiffres complètement bidons, en se basant sur trois entreprises, sur des milliers d'entreprises qui sont à la peine et qui sont confrontées à une concurrence éhontée et déloyale dans des pays qui ne respectent rien. Et un monsieur en face de lui qui est quoi? Parce qu'il est incompétent, il ne sait pas quoi dire, il n'a aucune culture économique, aucune connaissance des chiffres, et c'est pour ça que vous allez voter. Voilà, je voulais vous dire ça. Alors à ce sujet, je vous conseille une vidéo de Tatiana Ventose qui parle de cet entretien et qui démonte complètement Monsieur Attal avec des chiffres à l'appui, et vous verrez que ce que je vous dis est tout à fait exact. C'est un véritable scandale de manipulation de l'opinion publique. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bonne soirée et bon vote. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.